Je- Marc J'ai le Parra. plaisir d'accueillir Marc Parra, qui est écologue chargé d'études à l'Agence régionale de biodiversité Île-de-France, qui est un département de l'Institut Paris Région. Alors, les travaux de Marc portent sur les solutions pour mieux intégrer la biodiversité dans les politiques publiques, notamment l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'architecture. Il pilote des projets de recherche ou d'études sur la nature en ville. Je veux parler de toiture végétalisée, de désimperméabilisation et des solutions fondées sur la nature et le zéro artificialisation nette. Marc est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, notamment Bâtir en favorisant la biodiversité et Économie et biodiversité, produire et consommer dans les limites de la biosphère. Donc, je lui passe la parole. Il va nous parler de la nature en ville, des enjeux scientifiques et des panoramas d'action. Donc, merci beaucoup. Merci Irène, merci Martin et Françoise. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Bon, j'aurais préféré vous voir physiquement, hein, mais effectivement, l'option visio fonctionne aussi. Donc, je vais partager mon écran. Oui. Et en attendant, donc c'est vrai, je confirme ce que Martin vient de dire. On a besoin encore de s'acculturer sur ces questions liées à la nature en ville aujourd'hui. On le voit, c'est quand même des notions un peu nouvelles. Alors, l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de vous convaincre, mais je pense que vous l'êtes déjà, sur l'intérêt de remettre de la nature dans les villes et tout ce que ça peut nous apporter. Mais c'est vrai qu'on le sent bien, la culture scientifique en France en général autour de ces questions d'écologie n'est pas encore très très forte. Malheureusement, elle reste un peu surfacique. Et il y a un besoin, et c'est le rôle des écologues, de pousser ces questions scientifiques au plus haut de la société. Alors moi, je travaille effectivement à l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, qui a intégré récemment l'Institut Paris Région, qui était l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Et ça a été très intéressant, cette intégration, pour travailler en interdisciplinarité sur ces questions d'urbanisme et de nature. Et je crois qu'en plus, la question de la biodiversité et de la nature en ville a pris de l'importance et de la légitimité au sein d'un organisme qui traditionnellement travaillait uniquement sur l'urbanisme et l'environnement en général. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, ça va vraiment dans le bon sens. Et alors, peut-être pour introduire ce propos, rappeler qu'en termes de priorité, finalement, si on regarde ce qui est intéressant au niveau des rapports à la fois du GIEC, donc des experts sur le climat, et plus récemment de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, vous le savez, qui a remis son rapport détaillé en mai 2019, il est intéressant de constater qu'ils convergent vers les mêmes priorités, en fait, et dont la première, c'est bien sûr mettre un terme aux pratiques agricoles intensives et prendre le virage de l'agroécologie. Voilà, il faut rappeler, parce qu'on me dit souvent, oui, bon, c'est bien beau les questions de nature en ville, mais la priorité, est-ce que c'est pas l'agriculture? Et c'est vrai que d'un côté, vous savez que 40% de la planète est occupée par l'agriculture. En Île-de-France, près de 53% des terres sont agricoles, et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu autour de l'agriculture. Néanmoins, on trouve aussi dans ces deux rapports, ce qui revient en première ligne, c'est la lutte contre l'artificialisation par les villes, qui continuent de grignoter. Sur la planète, pour la petite anecdote, les villes, c'est uniquement 2% de la surface de la planète. Et pour autant, elles ont doublé depuis 1992, donc en 20 ans, la surface des villes a doublé et ce processus se poursuit. Donc, lutter contre l'artificialisation des villes pour le climat et la biodiversité et la minéralité des villes, comme l'a bien précisé Irène, qui sont aujourd'hui trop minérales et n'accueillent pas assez d'espace vert. Et effectivement, cette idée d'aller vers le zéro artificialisation, voire le zéro artificialisation net, qui a été soulevée en 2018 dans le rapport du gouvernement remis par Nicolas Hulot. Alors, quand on regarde les chiffres en Île-de-France, c'est assez intéressant, hein. C'est dans les années 90 où l'Île-de-France a été au plus fort de son rythme d'artificialisation, avec près de 2500 hectares par an, ce qui n'était pas rien. Aujourd'hui,
on est à peu près à 590 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont artificialisés chaque année. Et c'est un ralentissement. Et donc, ce que disent les collègues de l'Institut Paris Région, c'est qu'on observe en Île-de-France un phénomène de recyclage urbain, où on a tendance à refaire la ville sur elle-même et à moins s'étendre. Donc, c'est intéressant d'une certaine façon pour éviter de consommer du foncier. Et puis, ça soulève une autre question, comme l'a dit Irène, c'est celle de la densification, finalement, des villes, puisque ce qu'il se passe en Île-de-France, c'est qu'on densifie aussi massivement et parfois au détriment des espaces verts, des espaces de pleine terre en ville. Et alors, par rapport à la définition qui a été mentionnée par Irène des espaces artificialisés, le gouvernement a revu sa copie récemment, justement à la demande des scientifiques, et propose aujourd'hui une définition qui exclut d'artificialiser les espaces verts, les espaces de pleine terre en ville. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est de se dire que l'objectif, c'est de conserver les jardins, les parcs et les espaces de pleine terre urbains. Mais c'est vraiment cette question aujourd'hui de la densité qui est mise en avant. Et puis, vous avez été nombreux à vous positionner sur l'objectif zéro artificialisation nette, les ONG, des groupes d'experts. J'ai relevé quelques propositions récentes, notamment de la Ligue de protection des oiseaux, mais aussi du club Ville et Aménagement, qui est un club pluridisciplinaire. Et enfin, la Convention citoyenne pour le climat s'est aussi exprimée sur cet objectif zéro artificialisation nette et a fait des propositions qui sont très intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on connaît déjà les recettes pour arrêter d'artificialiser. Et ça fait près de 10 ans qu'elles sont répétées. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici, mais on retrouve les recommandations du rapport de Guillaume Sainteny sur la fiscalité, qui notamment a fait un super rapport sur les aides dommageables à la biodiversité, dans lesquelles on retrouve beaucoup d'aides qui incitent à urbaniser, par exemple la taxe sur les surfaces commerciales, dont l'exonération permet d'aller construire des surfaces commerciales sur des terres périurbaines. La fiscalité, mais aussi la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui aujourd'hui, malgré la loi de 2016 sur la biodiversité, ne remplit pas son rôle en termes de lutte contre l'artificialisation et de qualité des mesures compensatoires mises en œuvre, etc. Et puis, des propositions cohérentes, notamment le fait de ne plus urbaniser quand les collectivités disposent encore de gisements suffisants, un moratoire sur les zones commerciales qui sont faites sur des terrains agricoles et naturels, et enfin, grâce au document d'urbanisme, de définir une enveloppe d'hectares constructibles dans les collectivités réduites. Voilà, c'est intéressant de voir que tous ces acteurs se positionnent vers les mêmes propositions, finalement. Donc, réduire l'artificialisation, on sait faire. Il reste une ambiguïté, effectivement, sur la question des friches aujourd'hui. Et c'est bien ce qu'on soulève, nous, et notamment en milieu urbain dense, et les associations aussi. C'est jusqu'à quel point peut-on densifier, à la fois pour les humains et à la fois aussi pour la biodiversité dans les villes. Et je note que dans ces rapports, tout le monde appelle à débloquer un peu l'aménagement dans les friches, en tout cas à le faciliter. Donc voilà, par rapport à la nature en ville, la première chose, c'est de dire que les friches ont souvent un intérêt qui est beaucoup plus important que ce qu'on pensait pour la biodiversité. Et je cite notamment les travaux de mon ancienne collègue Audrey Muraté, qui a inventorié toutes les friches de Seine-Saint-Denis et qui montre que pour certaines, elles abritent une biodiversité qui est beaucoup plus élevée que dans les parcs et jardins entretenus. Et donc, il faudrait les conserver. Autre chose intéressante, c'est qu'à partir de 2500 mètres carrés, on estime que les friches sont des réservoirs de biodiversité qui vont contribuer à disperser les graines, les semences vers les autres espaces verts. Et donc, elles jouent un rôle finalement de réservoir par rapport à ces trames vertes et bleues, par rapport à ces corridors écologiques. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de traiter les friches au cas par cas. Des étudiants de l'Université de Strasbourg ont réalisé ce guide d'évaluation des friches urbaines. C'est ce qu'on essaie de pousser au niveau de la région Île-de-France pour qu'il y ait une évaluation préalable des friches et de leur qualité écologique afin de décider de leur sort et si elles servent de gisement à la densification ou non. Et puis les friches, elles colportent aussi l'idée du sauvage qui est intéressante en ville. On est aujourd'hui
encore dans une approche de la ville issue des grandes écoles du paysage, hein, tournée vers l'ornemental, l'horticole, etc. À l'inverse des friches qui sont le sauvage, la nature spontanée, la wilderness, comme disent les Anglais. Et c'est aussi tout à fait intéressant, je crois, d'aller vers une nature en ville qui est beaucoup moins ordonnée et qui évolue aussi un peu plus par elle-même. Évidemment, la biodiversité elle-même qui décline au sein des villes et qui continue à décliner. Alors, je vous ai mis quelques indicateurs ici qui sont issus des données du Muséum d'histoire naturelle. Mais c'est des choses que vous savez. On constate notamment un déclin de l'abondance des oiseaux rapide et important depuis une quinzaine d'années, sur des espèces en particulier, hein, le fameux moineau, dont les effectifs ont été réduits de près de 75% à Paris, mais aussi des oiseaux communs moins connus, comme le verdis d'Europe, le serin cygni, qui voient leur tendance à la baisse. Les espèces qui sont spécialistes du bâti aussi ont tendance à décliner, comme les hirondelles et le martinet. Il y a une responsabilité directe de l'architecture là-dedans, hein, et notamment des normes, on pourrait en reparler, des normes énergétiques qui conduisent à faire des bâtiments super isolés, super lisses, dans lesquels il n'y a plus d'infractuosité pour les espèces. Donc les oiseaux, sur les insectes aussi, hein, vous voyez, au plus on s'approche d'un gradient urbain par rapport à un gradient rural, au plus l'abondance des papillons diminue. Et enfin, sur les chauves-souris aussi, et la plus commune, la pipistrelle, où on a des baisses de moins 50% en 10 ans, et un gradient comme ça, rural-urbain aussi, même si on a l'impression de voir plus de chauves-souris en ville, peut-être parce qu'on n'y fait plus attention, leurs effectifs ont baissé. Voilà, malgré ce déclin de la biodiversité, ce qui est intéressant aujourd'hui pour les élus, pour les décideurs, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus d'études scientifiques qui montrent les bénéfices apportés par la nature dans les villes, même si on doit aussi sortir d'une vision uniquement utilitariste. Moi, je suis assez heureux de voir le nombre de travaux scientifiques, notamment sur l'amélioration de la qualité de l'air par la nature et par les arbres, notamment. Je vous indique ici cette thèse de Wissal Selmi à Strasbourg, qui a quantifié la capacité d'absorption des polluants par les arbres de l'ensemble de l'agglomération. Il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais un qu'on peut retenir, c'est près de 88 tonnes de polluants qui ont été retirés de l'atmosphère par les arbres en une année. Ce n'est pas négligeable. Évidemment, vous l'avez dit en intro, cette capacité de stockage de l'eau des écosystèmes urbains, que ce soit des espaces verts inondables, hein, comme ça a été fait ici en Seine-Saint-Denis, et le fait de conserver les sols en pleine terre, qui vont jouer ce rôle d'éponge, on le montre très bien. Et enfin, cette contribution de la nature à la réduction de la chaleur urbaine, ça aussi, on le montre très bien à travers des images thermiques. J'en ai mis une ici qui a été faite à Ljubljana. On a 25 degrés d'écart ici entre la partie bâtie et la partie forestière en frange de la ville. Donc, on a une contribution de la nature à la réduction de la chaleur urbaine. Pour ce qui est du rafraîchissement, il y a d'autres choses à prendre en compte, notamment l'arrosage des arbres. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils aient accès à l'eau pour pouvoir évapotranspirer. Mais tout ça fonctionne évidemment très bien. Et par rapport à ce besoin finalement de laisser plus de place dans la ville, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de c'est quoi une densité urbaine optimale pour la biodiversité. C'est un peu dur d'y répondre. Aujourd'hui, on parle à dire d'experts. On voit certains chiffres, on dit qu'il faudrait 30-45% d'espace de nature dans les villes pour s'y retrouver, mais il reste encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. En tout cas, une chose est certaine, c'est dès qu'on va pouvoir sauvegarder les espaces de pleine terre, eh bien, ce sera ça de prix pour la nature. Et je vous mets deux exemples ici intéressants, justement, de villes qui ont déclassé des espaces qui étaient destinés à être urbanisés vers des espaces naturels ou agricoles. C'est assez rare pour être mentionné, mais tous les maires ne bétonnent pas. Et en Île-de-France, il y a cet exemple à Épinay-sur-Seine hein, de 1,4 hectares qui ont été protégés et classés en zone N, en plein cœur de la ville. Donc une zone qui était en friche et destinée à être urbanisée. J'aime beaucoup cet exemple aussi de Rouen, où là, on est en périphérie de Rouen, hein, sur le site naturel de Repinville. Et là, ce sont 10 hectares qui ont été protégés au PLU
alors qu'on devait y construire un centre commercial, des logements et une station-service. C'est aujourd'hui une zone humide qui est avec un accès pédagogique et puis une zone de maraîchage aussi urbain à laquelle on a donné une vocation à la fois naturaliste et productive. Et justement, donc plus d'espace comme ça, ça va permettre à la biodiversité de s'épanouir. Alors si on regarde les chiffres, justement, moi il y a une publication qui m'intéresse beaucoup et que je reprends, qui s'appelle Faire la ville nature du San Francisco Estuary Institute, et qui regarde un peu les besoins en termes de taille d'espace pour la biodiversité dans les villes. Et ce qui est intéressant, urbain dense des espèces couramment rencontrées, il ne faut pas moins de 1 hectare. En dessous, ça fait trop peu, d'un seul tenant en tout cas, pour que les espèces se maintiennent. Et c'est entre 1 et 4,4 hectares qu'on a des surfaces favorables aux espèces familières des villes. Et autre chiffre intéressant, si on veut attirer dans les villes une biodiversité qui habituellement fuit le milieu urbain, je pense notamment aux rapaces, je pense aux petits mammifères, aux renards, etc., il faudrait aller à 50-53 hectares ou plus. Voilà. Donc, j'aime pas mettre la nature en chiffres, mais en tout cas, ça peut nous donner des ordres de grandeur pour façonner les documents d'urbanisme et pour inviter les décideurs à faire des choix plus cohérents. Vous en avez parlé, l'enjeu d'inondation, évidemment, très important en Île-de-France. Alors, les collègues de l'Institut Paris Région ont travaillé sur cette application des zones inondables en Île-de-France, dans laquelle on peut zoomer, et qui est très intéressante parce qu'elle, justement, par rapport à ce que vous disiez sur la réhabilitation des rivières, on voit ici très bien les zones qui étaient auparavant des zones d'expansion des crues. Et ça exprime assez bien le besoin de restaurer écologiquement ces cours d'eau, restaurer ces espaces associés à l'eau en Île-de-France. Donc, vous pouvez zoomer partout dans l'Île-de-France. Et justement, en termes d'opérations de restauration de zones humides en milieu urbain, on a deux super exemples qui viennent de Sarcelles, qu'on présente souvent, qui ont été faits par le SIA, sous la houlette d'Éric Chanal. C'est d'une part à droite la réouverture du Petit Rhône à Sarcelles. Vous avez la photo avant-après. Donc une rivière qui était totalement canalisée, busée sous la route et qui a été réouverte, reméandrée et avec de la restauration écologique. Et aujourd'hui, il y a un suivi biodiversité qui est fait et qui est intéressant, financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie en partie. Et puis en aval de ce cours d'eau, à Gonesse, il y a eu la création de la zone humide du Ginois, que vous voyez ici en photo à gauche, donc qui est une zone humide de 12 hectares à peu près et qui est capable d'accueillir 55 000 m3 d'eau dans cette zone qui reste très urbanisée. Donc c'est possible aussi de refaire venir de l'eau en ville, et l'eau est d'ailleurs une très bonne porte d'entrée pour la nature en ville. Alors ça a été un peu le parcours du combattant, hein, si on les écoute ici à Sarcelles, ça a pris plus de 10 ans. Aujourd'hui, il y a une problématique moustique qui revient, évidemment, mais pour autant, ça fonctionne. Ces solutions basées sur la nature fonctionnent et apportent, ce qui est intéressant, c'est leur multifonctionnalité, c'est qu'on a à la fois des zones qui permettent de gérer le risque d'inondation, des zones qui abritent aussi une biodiversité favorable, et puis des zones récréatives pour les habitants dans des milieux qui sont plus ou moins carencés. Il y a un autre exemple un peu moins connu, mais qui est, si on va à Besançon, issu de notre opération Capitale française de la biodiversité, c'est le site des Prés de Vaux, qui est un parc post-industriel, où là, carrément, la ville a engagé une désartificialisation. Donc, les bâtiments industriels vont être retirés. Le site va être restauré de 5 hectares et végétalisé pour assurer une zone d'expansion des crues du Doubs et aussi avoir une zone de confort thermique par rapport à l'îlot de chaleur en amont du centre-ville. Donc, elles se démultiplient, ces opérations. Ce qui peut être intéressant pour nous, écologues, aujourd'hui, c'est de passer d'une démarche opportuniste, c'est-à-dire on a trouvé un projet ici parce que le foncier était disponible ou parce qu'il y a une volonté de la mairie, vers une démarche planifiée. Effectivement, en croisant ces enjeux, risque d'inondation, ruissellement, chaleur,
mais aussi biodiversité et besoin à la biodiversité de se déplacer dans les villes pour eh bien, remettre de la nature en ville là où on en a le plus besoin. Et effectivement, sur la biodiversité, ça avance pas mal dans la question du déplacement des espèces et de ces fameuses trames vertes au sein des documents d'urbanisme. Environnement 92 a fait un excellent travail sur le déplacement des espèces dans le 92. Il y a aussi 2 villes qui sont assez exemplaires sur ce sujet, Strasbourg notamment, qui, à travers un logiciel et une modélisation du déplacement de l'écureuil roux, a reconstitué ce qu'ils appellent le tissu naturel urbain de Strasbourg. Et puis, autre exemple, alors pas avec l'écureuil roux, mais avec les hérissons, c'est à Rennes, où à partir d'un travail de télédétection de la végétation, donc assez précis aussi sur l'indice de végétation sur l'ensemble de la ville, ils ont regardé si les corridors écologiques qu'ils avaient identifiés étaient empruntés par les hérissons. Donc en fait, ils ont utilisé des hérissons qu'ils ont pucés pour pouvoir les suivre et ils les ont mis dans des espaces verts et puis ils ont regardé s'ils pouvaient effectivement se déplacer. Donc un bel exemple de projet de recherche appliquée pour vérifier que les espèces puissent percoler vers le tissu urbain. S'engager, quand on parle de nature en ville, c'est aussi mieux gérer l'existant, évidemment, et s'engager vers la gestion écologique, la gestion différenciée de tous les espaces verts, publics comme privés. Et pour ça, il y a de nombreux outils. Je pense que les collectivités sont aujourd'hui fortement engagées sur ces questions de gestion écologique. Alors, ça veut dire beaucoup moins tondre, beaucoup moins gérer, utiliser des espèces locales, évidemment, supprimer l'emploi des pesticides, mais ça, heureusement que c'est interdit depuis 2017 avec la loi Labbé. Et on a un dispositif qu'on coanime avec Plantécité depuis plus de 10 ans maintenant, qui est le label Éco-Jardin, et qui permet d'aller vers cette gestion écologique. Je parle aussi de non-gestion, comme tout à l'heure pour les friches, parce qu'il y a un intérêt dans les villes à laisser des espaces qui ne sont pas gérés, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de gestion différenciée, peut-être avoir une combinaison dans les villes d'espaces très peu gérés, voire pas gérés, et puis d'autres qui sont plus fréquentés, comme les terrains de sport, etc. Et on a aussi une étude en cours sur les cimetières aujourd'hui pour regarder la contribution des cimetières à la biodiversité. Trame verte, trame bleue et enfin trame noire. Évidemment, tout ce qui va pouvoir être fait pour réduire la pollution lumineuse au sein des villes aura un effet bénéfique sur la biodiversité. Il y a eu des thèses récentes au Muséum d'histoire naturelle qui ont confirmé que les espèces, les oiseaux, les chauves-souris étaient lucifuges pour la plupart, elles fuient la lumière. Et donc, il y a pas mal d'expérimentations aujourd'hui dans les villes. J'en ai mis 2 ici, à Lille, le projet Luciole, qui est intéressant parce qu'ils ont testé plusieurs longueurs d'onde des lampadaires et ils ont remarqué notamment que les lumières bleues ou les lumières très blanches faisaient fuir encore plus les espèces que les lumières plutôt jaunes et orangées. Et donc c'est important ça parce que dans les villes aujourd'hui on a tendance à remplacer les lampadaires avec des LED de longueur d'onde bleue, ce qui est assez nocif pour les espèces. Et puis le schéma directeur d'aménagement lumière à Rennes, qui a recensé tous les points lumineux de la ville et qui aujourd'hui prévoit l'extinction de certains quartiers ou durant certaines périodes pour attirer les espèces. Ça bouge pas mal en Île-de-France, notamment dans le PNR de la vallée de Chevreuse, sur la lutte contre la pollution lumineuse et la trame noire. Et enfin, Irène le disait, on travaille de plus en plus sur la question de la désimperméabilisation. C'est vrai que dans le contexte francilien et notamment de la grande couronne, de la petite couronne, pardon, du Grand Paris, on est en carence d'espace vert et s'il n'y a plus de place pour la nature en ville, il va falloir aller la chercher là où elle est plus. Et donc on parle de désimperméabilisation quand on va désartificialiser des milieux d'un stade complètement minéralisé, bétonné, vers un stade plus naturel.
Alors, c'est pour ça que je dis souvent désimperméabilisation et renaturation, parce que c'est pas seulement par rapport au cycle de l'eau d'avoir des revêtements drainants ou perméables, etc., mais c'est vraiment transformer les espaces minéralisés en espaces de nature. Et le gisement est important. À titre d'exemple, ça n'a pas de valeur scientifique, mais je vous ai mis ici le travail que j'ai trouvé d'une association. J'ai pas pu vérifier les chiffres, mais c'est vraiment intéressant, qui s'appelle l'arrogance des surfaces de parking à Copenhague, au Danemark. Et ils ont calculé la surface totale cumulée de parking et de places de stationnement à Copenhague, et ça s'élève à 3,2 km². Donc vous voyez que c'est énorme. Si on repérait tous ces espaces de cours d'école, de parking, de voirie, etc., et qu'on en refaisait des espaces verts, eh bien, je peux vous dire qu'on pourrait augmenter considérablement la surface dédiée à la nature en ville aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle ReGreen. On tente une expérimentation participative à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, avec des étudiants de l'école d'urbanisme de Paris qui travaillent avec nous. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'ils vont repérer tous ces espaces qui pourraient être désimperméabilisés. Ils vont les nommer, ils vont les catégoriser. Et puis, derrière, on va essayer, par rapport à ce que je vous disais avant, de cartographier aussi l'ensemble des enjeux, le risque d'inondation, le risque de ruissellement, la chaleur et la biodiversité à travers les différentes trames, et de superposer tout ça pour développer finalement une stratégie cohérente de renaturation à l'échelle de la commune. Et là aussi, on est assez bluffé par le gisement qui existe d'espaces qui pourraient être rendus à la nature. Excusez-moi, Marc, il vous reste 5 minutes. Très bien. Eh bien, j'avance vite. Alors, voilà, par rapport à la carence en espace vert, évidemment, mais par rapport aussi à la reconquête de la biodiversité. Donc, je remets ici les travaux d'autres collègues à l'Institut Paris Région qui ont travaillé sur le plan vert, sur l'accès aux espaces verts et la carence en espace vert, qui est pour nous intéressant, justement par rapport à cet objectif de reconquête de la nature. S'il ne me reste pas beaucoup de temps, je passe rapidement pour appréhender la question de la nature en ville à une dernière échelle, c'est celle des opérations d'aménagement. Et Irène l'a bien dit en introduction, l'objectif, c'est d'arriver aujourd'hui à imposer de manière beaucoup plus systématique aux aménageurs un coefficient, si j'ose dire, de pleine terre, ou en tout cas de respecter la préservation de la pleine terre dans les opérations. Et c'est pas évident du tout. Hein. Je cite souvent cet exemple d'une opération qui est la ZAC-La-Vallée à Châtenay-Malabry. Donc on est à côté du parc de Sceaux hein, ici. Et vous savez, c'est ou pas, mais c'était le site de l'école centrale qui est ici. Donc sur ce site, il y a un projet de renouvellement urbain qui a été mis en œuvre, notamment piloté par Eiffage. Et donc on est typiquement dans une opération qui est tout à fait compatible avec l'objectif ZAN, puisqu'on fait du renouvellement urbain sur l'existant, qui est tout à fait compatible avec ce que préconisent les experts, plutôt construire sur l'existant qu'aller s'étaler. Pour autant, quand on fait le bilan de pleine terre, on ne s'y retrouve pas. On a ici 8 hectares de pleine terre avant le projet, et après le projet, vous voyez, plus que 5 hectares. Donc, on a perdu des mètres carrés d'espace vert par habitant, et on a perdu de la surface de pleine terre. Donc, je ne dis pas que c'est pas déjà pas mal, mais ça doit nous amener à réfléchir sur comment on impose à minima aux aménageurs de conserver le même niveau de pleine terre qu'avant, donc en renonçant à un lot, par exemple, en opération, ou éventuellement en faisant une forme de compensation volontaire à côté ou pas loin de 3 hectares à désimperméabiliser, justement. Et parce qu'on se disait, on a parlé de l'arbre tout à l'heure, hein, de l'importance des arbres. Je sais qu'il y a l'association Arbre ici, et c'est vrai que je m'étais mis en recherche d'opérations d'aménagement qui n'avaient pas détruit les arbres lors du chantier. Vous savez que généralement, c'est ça qui se passe. On dit qu'on fait tout propre, et donc on va terrasser tout le terrain, et puis on va revenir mettre un espace vert tout neuf derrière. Et donc, c'est exactement le contraire qu'il faut faire pour la biodiversité. C'est généralement conserver les vieux arbres qui ont mis longtemps à pousser. Et donc là, 2 opérations qui étaient pour moi intéressantes parce que les arbres sont plus vieux que les bâtiments. Et notamment ici, dans le quartier de la Courouse, à Rennes,
où, grâce à un paysagiste, Charles Dard, il y a eu cet effort pour conserver des vieux arbres et pour limiter aussi la gestion, hein, comme vous le voyez ici. Et puis à droite, c'est le parc habité des Sécheries à Bègles, où on a des bâtiments qui datent de 2017 et où tous les arbres anciens ont été conservés avant l'opération. Donc ça aussi, à l'échelle de l'aménagement, on insiste énormément sur la conservation de l'existant. Mais je crois que Pierre Salmeron a aussi un exemple d'opération d'aménagement qui conserve de la pleine terre et des arbres. Et enfin, pour finir là-dessus, systématiser dans les villes tout ce qui va être gestion alternative des eaux pluviales par des aménagements végétalisés au sein des opérations. C'est pour ça qu'on disait que l'eau et la biodiversité, effectivement, Irène, sont totalement liées. Et c'est surtout que l'eau est une bonne porte d'entrée pour conserver de la pleine terre dans les opérations d'aménagement, généralement. Ici, c'est l'écoquartier Hoche à Nanterre, mais il y en a plein d'autres, où justement miser sur la gestion de l'eau par des systèmes de fossés comme ça végétalisés, par des nids, par des espaces inondables, voire des mares et des jardins urbains, eh bien, permet de conserver la pleine terre tout en accueillant la biodiversité. Et je renvoie, notre dernière publication concerne ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. Merci beaucoup Marc, c'était passionnant, instructif et ça a débouché sur une dizaine de questions. Donc évidemment, nous n'allons pas pouvoir répondre à tous. Juste des questions pratiques. Le diaporama sera bien mis à disposition de tout le monde, hein, bien entendu. Donc, j'ai une série de questions sur la friche. Encore une fois, comment lutter contre la réurbanisation urbaine sur des friches et y a-t-il une dimension légale pour aider dans les documents d'urbanisme, pour aider à cela? Et ensuite, une autre série de questions sur les espaces verts, Anthony, ici les Molinos, et puis Vélizy demande comment savoir si sa commune est carencée en espace vert et finalement quelle est la définition précise d'un espace vert. Ça, ce sont les deux grandes séries de questions. Et ensuite, j'en ai des plus précises sur les inondations, le zonage. Sur les friches urbaines, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Est-ce qu'il existe une définition légale et comment faire pour contrer des projets de réaménagement de friches urbaines? Tout le monde a été frappé évidemment par ce que vous avez montré. Non, justement, c'est bien ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition légale aujourd'hui. C'est peut-être la première chose à faire. Alors, à l'Institut Paris Région, il y a un groupe friche qui a été créé, dont un des objectifs, c'est aussi de mieux définir ce qu'on appelle une friche. Et on voit les tensions, entre guillemets, qu'il y a entre aménageurs, où c'est des espaces en attente d'être urbanisés, et puis écologues, où c'est des espaces de nature. Donc déjà, mieux les définir, mais ça n'existe pas du point de vue réglementaire. Comment on peut faire? Nous, justement, c'est pour ça qu'on pousse à faire des évaluations préalables, qu'on peut faire assez rapidement, hein, quelques inventaires lors d'une journée de passage et quelques analyses. Et puis surtout, si on trouve une espèce qui a un intérêt, qui est protégée, c'est un moyen aussi de pas aménager sur la friche aujourd'hui. Essayer de regarder leur emplacement par rapport à des schémas directeurs comme le SRCE et les continuités écologiques peut être un argument aussi pour dire ici on a une friche qui contribue à être un espace de trame verte. Ça peut aussi être un argument. Voilà, donc pour l'instant, à part l'évaluation, il n'y a pas énormément d'arguments pour les friches. D'accord, merci. Donc du travail pour les associations. Une question très généraliste. Existe-t-il un observatoire de la consommation des espaces agricoles et forestiers dans la région Île-de-France? Observatoire régional des espaces naturels, agricoles et forestiers qui travaille à cela. À l'Institut Paris Région, les collègues des différents départements ont aussi des données sur la consommation foncière en Île-de-France. Et puis à l'échelle nationale, il y a l'Observatoire national de la biodiversité qui a récemment donné des chiffres précis de l'évolution de la consommation foncière en France et du taux d'artificialisation. Aujourd'hui, on dispose quand même de données intéressantes. Après, les bases de données font des calculs différents. C'est pour ça qu'on dit qu'en France, on est entre 22 000 et 66 000 hectares par an selon les sources. Donc, ça varie considérablement en fonction des bases de données qui sont mobilisées. D'accord. Donc, nous verrons pour
donner les coordonnées de cet ORENAF. Alors, je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps. Il y avait une question très précise qui, à titre personnel, m'intéressait particulièrement. À Reuil-Malmaison, il y a un espace vert de 1400 mètres carrés en zone inondable à une dizaine de mètres de la Seine qui est, semble-t-il, d'après la personne qui a posé la question, visé par un programme d'urbanisation. Est-ce qu'il y a pour un tel espace dans une zone à risque une manière de pratiquer une forme de conservation qui permettent d'éviter l'urbanisation? Est-ce que vous avez des exemples? Malheureusement, j'ai pas d'exemple, parce que je connais pas mal d'opérations qui se font aussi sur des zones qui ont un intérêt pour l'eau et pour l'inondabilité. À part porter à connaissance le fait que ça puisse être effectivement soit une zone d'expansion de crue, soit un espace alluvial ou de gestion d'eau qui peut avoir un intérêt. Et je connais pas l'armada juridique qui permettrait d'aller au-delà, malheureusement. Si c'est un projet qui est concerné par la loi sur l'eau, alors là, oui, évidemment, ça peut jouer. En tout cas, faut en parler, faut faire connaître ces projets. C'est le rôle des associations, de toute façon. On a une juriste aussi en environnement à l'Institut Paris Région qui est vraiment intéressée par ces questions liées à la biodiversité. C'est aussi des questions que je peux poser aux collègues. Voilà. J'ai eu une série de questions, enfin nous avons eu une série de questions sur la notion de carence en espace vert, mais alors elles sont très précises. Là, je pense que Marc, vous ne serez peut-être pas la personne la plus apte à répondre sur les communes d'Antony, d'Issy-les-Moulineaux et de Vélizy. Un travail qui a pu être fait à Vélizy avec une agence, mais qui semble avoir généré quelques frustrations. Et puis sur Antony ou ici les Moulineaux, je peux répondre. Constat de carence. Eh bien, vas-y, Irène. Je peux répondre. La notion de carence a été étudiée en 2015 par l'APUR, c'est-à-dire l'Atelier parisien d'urbanisme. Et pour Antony n'est pas carencé. Il y a Issy-les-Moulineaux est très carencé, avec, je crois, autour de 6 mètres carrés d'espace vert par habitant public, je veux dire. Tout ça, ce sont des mètres carrés publics. Et la liste est publiée dans le plan vert de la région Île-de-France. Donc, vous aurez tout le détail. Je vous signale d'ailleurs que ce nombre peut-être a tendance à croître parce qu'il y a des communes où l'urbanisation est galopante et où des communes non carencées vont le devenir. Mais je réponds précisément pour Antony et Issy-les-Moulineaux. Aucun problème, ici est carencé et Antony non. Et Vélizy, Irène? Alors, Vélizy, non, apparemment non, parce que j'ai regardé précisément les Hauts-de-Seine. Vélizy est dans un autre département, les Yvelines, et il faudrait que je regarde. Mais c'est publié, si vous regardez le plan vert de la région Île-de-France paru en 2017-2018, vous aurez la réponse.